Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez probablement, hier, M. Khan, qui est procureur à la Cour pénale internationale, a demandé, donc au juge de la Cour pénale internationale, d'émettre un mandat d'arrêt contre 3 responsables du Hamas et M. Netanyahou et son ministre de la Défense, de la Guerre des Armées. Il demande que soient poursuivies ces 5 personnes pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Vous allez entendre notre députée Nathalie Osiol qui rappelle la position de la France insoumise depuis le début et qui précise que ça nous a valu des diffamations pas possibles. Vous êtes soutien du Hamas, vous êtes antisémite, vous êtes apologie du terrorisme, des choses comme ça. Or, la France insoumise n'a jamais soutenu le Hamas, puisque depuis le tout premier jour, elle demande à ce que le Hamas, les dirigeants du Hamas, puisque à la Cour pénale internationale, on ne juge que des personnes, on ne juge pas des États, que les dirigeants du Hamas, les responsables de la journée du 7 octobre, soient traduits pénalement comme avec la charge de crime contre l'humanité ou crime de guerre. Ça n'est pas soutenir quelqu'un que de le dénoncer pour crime de guerre. Si on n'a pas voulu employer le mot terroriste, c'est parce qu'il ne correspond absolument à rien dans le droit international. On ne peut pas être jugé pour terrorisme, si, à l'intérieur d'un pays, mais pas au niveau de la Cour pénale internationale. On ne peut pas. Donc, la France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon le premier, avait entièrement raison en demandant la condamnation, enfin au moins un jugement, pour crime de guerre, aussi bien pour les responsables du Hamas que pour les dirigeants israéliens. Puisque des deux côtés, il y a crime de guerre. On a toujours défendu cette position-là. Et ceux qui sont à 100% inconditionnellement, comme ils disent, pour Israël, nous ont fait passer, ont voulu nous faire passer pour des suppôts du Hamas, ce qui n'est absolument pas le cas. On a toujours dénoncé qui pourrait accepter une tuerie comme le Hamas a fait le 7 octobre. Personne ne défend ça, c'est indéfendable. Personne ne défend ça. Mais il faut aussi, dans un souci de justice, dénoncer ce que fait Israël à Gaza. Donc je vous laisse écouter Nathalie Osiol, ensuite je vous laisse écouter la réponse du ministre, et après je vous lirai ce que dit exactement la loi internationale par rapport aux mots, au concept, à l'accusation de génocide. La parole est à présent à Madame Nathalie Osiol pour la France insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le procureur général de la Cour pénale internationale a requis un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre 3 dirigeants du Hamas et contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense qui avait qualifié les Palestiniens d'animaux humains. Au soutien inconditionnel de Netanyahou, aux irresponsables qui nient le génocide en cours à Gaza, aux indignés à géométrie variable, tenez-vous-le pour dit. Les dirigeants israéliens et leurs amis en France, qui avaient déjà qualifié l'ONU et la Cour internationale de justice d'antisémites, ont fait savoir qu'ils ne comptent pas pour autant s'arrêter là. Puisque M. Séjourné, Mme Braun-Pivet et M. Larcher accueillent aujourd'hui un ministre israélien, allez-vous lui rappeler le bilan à Gaza ? 40 000 Palestiniens tués, sans compter les personnes sous les décombres. La poursuite des attaques sur Rafah, où sont coincées 1,5 million de personnes. Les offensives en Cisjordanie, l'aide humanitaire bloquée par le gouvernement israélien aux portes de Gaza. Je souligne ici qu'à la France insoumise, nous n'avons précisément pas défendu autre chose que ce que les instances de droit international nous mettent aujourd'hui à tous sous les yeux. Depuis le 7 octobre, nous demandons la condamnation de tous les criminels de guerre. Pour avoir tenu cette ligne du droit international, de la justice, du cessez-le-feu, cela nous a valu, à nous les insoumis,
d'odieuses campagnes de diffamation médiatique et politique, et notre présidente de groupe ainsi qu'une candidate aux élections européennes ont été convoquées pour apologie du terrorisme. Monsieur le ministre, la décision du procureur de la Cour pénale internationale exige bien plus comme réaction que votre timide communiqué. Allez-vous, comme la ministre des Affaires étrangères belge, affirmer sans équivoque que les crimes commis à Gaza doivent être poursuivis au plus haut niveau, quels que soient leurs auteurs? Allez-vous enfin cesser les livraisons d'armes et prendre des sanctions contre le gouvernement israélien? Allez-vous, comme l'ont fait 140 États dans le monde, reconnaître l'état de... Je vous remercie beaucoup. Ben oui, je ne vous coupe pas la parole. Le temps est écoulé depuis 5 secondes. C'est comme ça, c'est nos règles. Ben oui, vous avez eu 5 secondes de rab. La parole est à monsieur. C'est comme ça. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bon. Merci Madame la Présidente. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je vous réponds. Bon. Vous n'avez... Bon. Si vous n'avez pas entendre la parole du ministre, tant pis pour vous, mais nous, elle nous intéresse, Bon, sa merci réponse. Madame Monsieur le ministre. la Présidente. Madame la députée, rappelons peut-être ici 4 principes sans outrance. D'abord, le premier principe, c'est que la France reconnaît l'indépendance de la Cour pénale internationale. C'est un principe de droit peut-être évident pour tout le monde ici en tant que parlementaire. Deuxième principe, ces demandes simultanées de mandat d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le Hamas et Israël. D'un côté, vous avez un groupe terroriste qui s'est félicité des attentats du 7 octobre, qui les a revendiqués également de manière assumée. Et de l'autre côté, vous avez un État démocratique, Israël, qui doit respecter le droit international dans la conduite d'une guerre qu'elle n'a pas déclenchée elle-même. Les juges de la CPI doivent désormais se prononcer sur la délivrance de ces mandats. Ils le feront de manière indépendante et en toute indépendance. Le troisième principe, Madame la députée, c'est la solidarité de la France envers les Israéliens et les Palestiniens. La France est engagée pour chercher une solution politique. C'est le seul horizon de paix possible et nous travaillons diplomatiquement à cette fin. Et puis peut-être le quatrième principe, puisque vous l'avez peut-être oublié celui-ci, c'est le principe de rigueur. Vous donnez des leçons de droit et de morale depuis des mois sur cette question, depuis des mois. Vous donnez des leçons de droit et de morale depuis des mois. Si vous regardez les propos du procureur, il se tient à très grande distance, Madame la députée, de la notion de génocide que vous agitez politiquement à des fins politiques depuis maintenant des mois. Vous devriez vraiment, sur ce dernier principe, la rigueur, en tenir et vous inspirer de celui-ci. Merci. Alors le ministre refuse qu'on parle de génocide. Il interdit, en résumé, de parler de génocide. Est-ce qu'il a le droit d'interdire qu'on parle de génocide? Effectivement, le procureur de la Cour pénale internationale ne prononce pas le mot génocide, il parle de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il ne parle même pas de nettoyage ethnique. Mais est-ce que ça empêche la discussion sur le sujet? Bien sûr que non. Alors, on va regarder ce que dit la page de l'ONU. Le génocide s'entend de l'un quelconque des 5 actes qui sont listés juste après et que je vais vous lire. Ces actes doivent être commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, un groupe ethnique, un groupe racial ou un groupe religieux. Donc voici les 5 actes qui définissent, un seul acte peut définir le génocide, les voici tous les 5. Premièrement, meurtre de membres de ce groupe. Deuxièmement, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Troisièmement, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. C'est exactement ce qui se passe à Gaza en ce moment où on prive les gens d'eau,
de nourriture, des premiers soins, on détruit tout ce qui peut faire qu'ils puissent vivre, même survivre. Donc, on est en plein dedans. Quatrièmement, des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, c'est la cinquième, c'est le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc on a 4 des actes qui définissent un génocide, à condition, c'est là où est la discussion possible, à condition que tout ça soit fait dans l'intention de détruire en tout ou en partie le groupe en question. Alors après, on arrive à ce qui est un peu plus subjectif. L'article 2 de la Convention sur les génocides contient une définition étroite du crime de génocide qui conjugue 2 grands éléments. Un élément psychologique, il faut l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Il faut l'intention. C'est de ça qu'on peut discuter. Parce que l'intention, beaucoup de gens pensent qu'effectivement, Israël a l'intention de détruire complètement la Palestine et les Palestiniens. Et après, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais du moment qu'on peut en discuter, on a le droit de parler de génocide et de dire, nous on considère que c'est un génocide, vous considérez que ça n'en est pas un. Mais on ne peut pas interdire le mot. On ne peut pas interdire de discuter de ce mot. Sinon, on n'est plus en démocratie. On n'a plus de liberté d'expression si on ne peut pas en discuter. Alors le deuxième point, après l'élément psychologique, c'est un élément matériel, qui comprend donc les 5 actes qu'on a dit au départ. Ce texte précise bien que l'intention est l'élément le plus difficile à établir, effectivement, parce que l'intention, c'est pas forcément évident de parler d'intention. Pour qu'il y ait génocide, continue le texte, il faut démontrer que les auteurs des actes en question ont eu l'intention de détruire physiquement un groupe national, un groupe ethnique, un groupe racial ou un groupe religieux. Donc, on en revient toujours au même, le mot génocide peut être discuté, il peut être compris par certaines personnes comme étant une réalité, et puis pour d'autres personnes, notamment ceux qui défendent inconditionnellement Israël, pour eux, il n'y a pas de génocide. Mais pour les gens qui ont entendu les paroles de certains responsables israéliens, quand ils parlent d'animaux à détruire, quand ils ont eu des mots qui prouvent leur intention. La Cour pénale internationale de justice, pour l'instant, n'a pas nommé ce crime. Ils se sont contentés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, ce qui n'est déjà pas rien. Donc quand le ministre interdit quasiment de parler de génocide, il n'en a pas le droit. Il n'a pas le droit d'interdire de parler de génocide, comme il n'avait pas le droit d'obliger à désigner le Hamas comme groupe terroriste. Mais c'est ce qu'ils ont fait tout le temps. Génocide, ça signifie quelque chose. Après, pour l'instant, la Cour pénale internationale n'a pas retenu ce mot. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne l'a pas retenu que nous, on ne doit pas le prononcer. Et que dans notre fort intérieur, on a quand même le droit, et même pas seulement dans notre fort intérieur, mais dans notre expression orale, même publique, on a le droit de dire qu'on considère que c'est un génocide. La Cour pénale internationale, le procureur, pour l'instant, préfère rester sur ce qui est d'une évidence absolue, c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et sur ne pas se baser tout de suite sur ce qui est, comme ils le disent dans le texte, plus difficile à prouver, c'est-à-dire le génocide. Ça n'empêche pas que ça peut être fait plus tard. Quand on regarde de plus près la déclaration du procureur de la Cour pénale internationale, quand on lit ce qui concerne Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, qui est le ministre de la guerre, je crois,
ou des armées de Netanyahou, on lit le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre en tant que crime de guerre. Il considère que c'est un crime de guerre. Il y a le mot délibérément. Délibérément, intentionnellement. Deuxièmement, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances et de porter gravement atteinte à l'intégrité physique en violation de l'article en tant que crime de guerre. Intentionnellement. L'homicide intentionnel ou le meurtre en tant que crime de guerre. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que crime de guerre. L'extermination et le meurtre en tant que crime contre l'humanité, y compris en lien avec le fait d'affamer des civils en tant que crime contre l'humanité, la persécution d'autres actes inhumains. Dans la description des griefs qui sont portés contre Israël, il y a le mot délibérément, il y a 3 fois le mot intentionnellement, extermination. Alors, il ne prononce pas le mot de génocide, mais quand on parle d'intentionnel, alors que c'est justement le génocide est défini par l'intention de ces crimes, ils le disent dans leur texte. Sans prononcer le mot de génocide, ils parlent d'intention, et pas qu'une seule fois. Et si on relit ce qu'ils reprochent au Hamas, l'extermination, le meurtre en tant que crime contre la prise d'otages, le viol et autres formes de violence sexuelle, la torture, d'autres actes inhumains, des traitements cruels, atteinte à la dignité de la personne. Dans tout ce qu'ils reprochent au Hamas, il n'y a jamais le mot intentionnellement, il n'y a jamais le mot délibérément, et il n'y a pas le mot extermination non plus. Donc voilà, donc on est tout à fait en droit, nous, les gens qui constatent les actes délibérés et intentionnels d'Israël, on est tout à fait en droit de penser et de dire qu'on considère que c'est un génocide, même si ça n'a pas été acté juridiquement pour le moment. Voilà. Donc le ministre, il répond ce qu'il veut, mais au lieu de répondre vraiment, il répond quand même à côté.